Bonsoir, nous nous retrouvons ce soir dans le pays de tous les records, le pays de tous les miracles. Singapour vient de fêter le 50e anniversaire de son indépendance et en 50 ans, le pays est passé du tiers-monde au paradis du business mondial. Sur la carte, Singapour est coincé entre la Malaisie et l'Indonésie. C'est un État minuscule, plus petit que la ville de New York, mais qui enregistre des performances hallucinantes. Numéro 1 pour les affaires, premier de la classe pour les résultats scolaires, et puis c'est un des pays les plus sûrs du monde. Bref, les résultats sont là, mais il y a un prix à payer et il est lourd. Les libertés individuelles à Singapour sont très encadrées. On a intérêt à marcher droit. Singapour, les secrets de la réussite. Voici le 51e numéro d'Un œil sur la planète. Nous sommes ici dans l'hôtel emblématique, l'hôtel légendaire de Singapour, le Raffles. Du charme, de l'exotisme et du luxe. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life. La suite présidentielle dans laquelle nous nous trouvons, elle fait 260 mètres carrés et elle coûte 15 000 € la nuit. Mais l'hôtel, il est toujours bondé. En fait, à Singapour, l'argent, ce n'est pas un problème. You won't really fall in love, for you can't take the chance. On compte ici le plus grand nombre de millionnaires de toute la planète. Et au classement des pays qui favorisent le plus les affaires, Singapour arrive premier. 700 entreprises françaises s'y sont déjà installées. C'est le premier de nos reportages. Il est signé Jenny Briffa et Vincent Reynaud. À chacun de ses vols en Asie, son business décolle un peu plus. Téléphone vissé à l'oreille en permanence, Damien Duhamel revient de Bangkok. Ce Français fait du conseil à Singapour depuis 15 ans. Il aide les multinationales à s'étendre en Asie. Le téléphone c'est bien, mais aller voir les gens sur place, les comprendre, écouter leurs problèmes, c'est ce qui fait aussi un petit peu notre force à nous. Cet homme pressé passe donc sa vie dans les airs. À chaque retour ici, il ne perd pas une minute, car au centre de contrôle de l'aéroport, on veille au grain. Dès que l'attente semble trop longue à un guichet, on intervient. Au terminal 2, à l'immigration, la queue est infinie. Quelqu'un peut s'en occuper ? On a des équipes de renfort en attente en permanence. On peut les mobiliser dès qu'il y a trop d'attente quelque part. À l'immigration, quand Damien Duhamel passe, la queue a disparu. Dans les classements internationaux, cet aéroport est le meilleur du monde. On arrive et on est en voiture en un quart d'heure. Sans problème, c'est un aéroport qui est très fluide, efficace. Les affaires de Damien Duhamel sont florissantes, avec 8 bureaux en Asie du Sud-Est et une centaine de collaborateurs. Je vais à Bangkok la journée, je vais à Jakarta la journée, je vais à Kuala Lumpur pour la journée, jusqu'à Ho Chi Minh Ville pour la journée en fait. Donc c'est assez rare que je parte pendant des semaines et des semaines. Et celui-là est... excusez-moi, je vais prendre ça. Yes, hello. La localisation de Singapour est une des clés de sa réussite. C'est la porte d'entrée vers le plus grand marché du monde, l'Asie, une région flamboyante en pleine croissance. Ce positionnement a fait la force du port de Singapour, le deuxième du monde derrière Shanghai. Au petit matin, les bateaux attendent par centaines d'y débarquer leurs marchandises. Mais cette localisation n'explique pas à elle seule le succès de Singapour. Alors que l'activité bat son plein sur le port, nous retrouvons Damien Duhamel, notre businessman, chez lui, dans une maison cossue. Déjà en plein travail, il épluche la presse financière.
Les nouvelles économiques de Singapour sont bonnes? Elles sont toujours bonnes. Depuis 50 ans, Singapour est en pleine croissance. Des affaires, il y en a. Le business marche bien. La croissance est là. Donc les nouvelles sont en général toujours très bonnes. Lui aussi n'a pas à se plaindre. Son chiffre d'affaires a progressé d'1/3 cette année. Ce jour-là, il va démarcher un nouveau client dans un secteur clé, le bâtiment. C'est impossible de trouver à Singapour un endroit où on ne se construit pas. C'est impossible. Avec une croissance de 4% cette année, une année considérée comme moyenne et une population en constante augmentation, les chantiers se multiplient. Damien Duhamel a rendez-vous sur l'un d'eux avec Yves Barge, le directeur Asie d'une grande entreprise française de génie civil. Demain ou après-demain, le béton sera coulé. Et puis dans 3 jours, on fera la mise en tension des câbles. Oui. Comme eux, 15 000 Français travaillent à Singapour. Beaucoup dans le bâtiment, un secteur largement planifié par l'État. C'est un secteur qui est régulier, sur lequel on peut compter, qui a une croissance générale assez stable. Et le gouvernement n'hésite pas à intervenir dès qu'il sent le secteur un petit peu fluctuer. Il planifiera des grands projets de transformation esthétique, mais aussi infrastructure. Un État qui soutient l'économie et une localisation idéale. Une équation déterminante dans bien des success stories, comme celle de International SOS, une société d'assistance médicale. La patiente s'agite, elle fait un choc septique. Voici une de ses équipes en formation. Cette entreprise créée à Singapour est devenue le leader mondial de l'assistance médicale. Elle a même comme client l'armée américaine. Everything is fine so far, no technical failure, none. Okay. Ce Français a créé cette multinationale il y a 30 ans à peine. Quand on a commencé à partir de rien. Donc on était juste une équipe d'une quinzaine de personnes. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 11 000 dans le monde. Et ça, quelque part, vous le devez aussi à Singapour? Oui, Singapour a été une base absolument remarquable, un gouvernement qui nous a aidés, un environnement très pro-business. Aujourd'hui encore, le gouvernement leur apporte une aide non négligeable. Direction la City, au siège de l'entreprise. En voici le centre névralgique, la salle de gestion de crise de la zone Asie. Ici, ils reçoivent 450 000 appels par an. On peut organiser une évacuation en hélicoptère depuis le Bangladesh. Sur ce grand écran, on peut suivre le trajet de leurs équipes d'assistance. C'était un Indonésien qui avait besoin d'une évacuation. Dans ce cas-là, c'est l'équipe de Singapour et l'avion de Singapour qui est parti. Cette carte numérique a été partiellement financée par le Bureau du développement économique de Singapour, l'EDB. Ce service du gouvernement incite les plus grandes sociétés à investir dans la cité-État. Dans leurs bureaux, des délégations du monde entier viennent négocier leurs conditions d'installation. Ici, on peut les aider à trouver des locaux, créer des formations sur mesure pour leurs employés et même attribuer des subventions. Justement, Arnaud Vessier y a rendez-vous. Avec son directeur financier, il vient présenter ses projets de développement. We have this travel tracker software, and today it is housed in France. And we certainly are considering having hosting in Asia as well. And Singapore could be, for exactly what you've said, the right place to select. Okay, we'd be happy to work with you, perhaps to build up the analytics capabilities. Pas question d'entrer dans les détails devant nous, mais l'EDB peut soutenir financièrement ce type de projet, tant que Singapour y a un intérêt. Les résultats sont là, puisqu'aujourd'hui, le pays est quand même 25% plus riche que la France par habitant, alors qu'ils sont partis d'un niveau où ils étaient 1/10 de la France. Et Singapour est bien décidé à continuer son ascension dans les années à venir. Je pense qu'il faut être prêt pour le futur. Penser constamment à l'avenir de l'économie de Singapour. C'est crucial.
En 1965, quand on a créé Singapour, notre plus gros problème était le chômage. On avait 14,5% de sans-emploi. On a alors créé des industries qui nécessitaient beaucoup de main-d'œuvre. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, le chômage est à moins de 2%. Finalement, notre seul avantage a été d'être constamment désavantagé. On est un petit pays avec un marché intérieur minuscule. Et c'est pour ça que l'on doit continuer à se demander comment rester attractif pour les industries et les sociétés. Cette vision des choses va, je l'espère, continuer à nous porter pour les 50 prochaines années, et plus encore. Le gouvernement apporte aussi son soutien aux PME. Direction un quartier traditionnel de la ville. Philippe Oyer est entrepreneur et ses affaires à Singapour marchent plutôt bien. Ça fait maintenant 17 ans que je suis là. En 17 ans, on a ouvert 6 établissements. Le premier en 97 et le dernier, le Petit Navire, il y a 2 ans. Ce jour-là, il a rendez-vous dans un de ses établissements avec son conseiller juridique et fiscal. Salut Philippe, ça va? Très bien. Ouais. Et aujourd'hui, il a de bonnes nouvelles. Voilà. Donc là, on a reçu le soutien à l'investissement là, pour toute la partie service marketing, le site marketing et tout ça. Donc ça, la demande a été faite, vous avez été remboursé de la somme, de la totalité. Il y a 100% sur le matériel informatique. Là... Des équipements de cuisine à la tablette numérique, le gouvernement rembourse tout investissement qui améliore la productivité. L'an dernier, ce restaurateur a ainsi reçu 25 000 € et il pense déjà à son prochain achat. Il reste la nouvelle demande. Le prochain, là, il faut qu'on voit pour les caisses enregistreuses. Ah oui. Là, je dois acheter mes caisses enregistreuses au mois de juin. Je sais qu'au mois de juillet, ça sera remboursé. Et l'argent sera sur mon compte fin juillet. Un délai record pour une administration. C'est planifié vite, les règles sont claires. Donc c'est vraiment dans le mouvement, quoi. C'est dans le mouvement du business. Ils ne sont pas là pour freiner, au contraire, ils sont là pour soutenir. Et ça, je trouve que c'est très précieux ici. En fait. Une administration qui comprend les besoins de l'entreprise. Rien de surprenant ici. L'État lui-même est géré comme une société privée. Ses fonctionnaires sont obsédés par la performance. Ils sont formés dans ce collège. À quoi reconnaît-on une équipe au top de la performance? L'efficacité, une obsession. Car Singapour compte 2 fonctionnaires pour 100 habitants. C'est 4 fois moins qu'en France. Ce jour-là, cours de gestion de projet. Ce sont toutes les tâches que nous devons réaliser pour notre projet. On essaye de les mettre en ordre. Que doit-on faire en premier, en second? L'idée, c'est de trouver le moyen le plus rapide de réaliser le projet. Ne pas perdre de temps, être efficace, ça c'est important? Oh oui. Oh oui. On a un temps limité et un budget limité pour chaque tâche, donc c'est important de rester dans les clous. Ne restez pas scotché à votre plan initial comme un amoureux transi. Il y a toujours moyen de trouver mieux, de s'améliorer dans le service public. Le but de ce cours, c'est l'anticipation des besoins des administrés et même à très long terme. J'aime à penser que nous sommes plus stratèges que dans le secteur privé car nous pensons pour le long terme, pour les 20, 30, 40 prochaines années. Nous voyons au-delà de la réalité d'aujourd'hui. Alors pour ces projets, on se met dans un mode Star Trek et on se dit « Imagine à quoi le monde va ressembler dans 20 ou 30 ans ». Et il faut que ces projets soient toujours efficaces dans ce monde-là. Dans la pièce d'à côté, M. Chia est aux commandes. Il est directeur de la performance au ministère des Finances. Ici, on apprend à gérer au mieux les dépenses publiques et à lutter contre la fraude. Une priorité pour maintenir la confiance des investisseurs. Il faut prévenir la fraude lors des achats publics. On a eu des gens haut placés qui ont été condamnés ou accusés de détournement. Ce sont des pratiques qui nous discréditent. Nous devons être dignes de confiance.
Pour éviter la corruption, les hauts fonctionnaires singapouriens sont parmi les mieux payés du monde, comme le jeune doyen du collège et nombre des anciens élèves. Là, ce sont des anciens élèves. Sur cette photo, 3 d'entre eux sont devenus ministres. Le Premier ministre touche lui plus de 4 fois le salaire d'Obama, 1,5 million d'euros par an. Peu importe le prix, dans le service public, recruter les meilleurs est la règle. Pour chaque poste disponible, je peux recruter soit quelqu'un à l'intérieur de mon service ou ailleurs dans l'administration, soit je peux chercher quelqu'un dans le privé. Donc tout le monde sait bien qu'aucun emploi n'est protégé. À tout moment, il faut trouver la bonne personne pour le boulot. Ensuite, dans le service public, on évalue les gens chaque année sur leurs résultats. Avec leurs supérieurs, on note leur travail, mais on n'a aucune information sur leurs origines. Les universités dans lesquelles ils ont étudié, s'ils étaient boursiers. On regarde simplement leur performance. Notre attention constante sur les résultats et les performances soutient notre fonctionnement. On a construit un système basé sur le mérite. Avec ses bons résultats et son pragmatisme, la cité-État fascine. Chaque semaine, le collège de la fonction publique reçoit des délégations étrangères. Dès le premier jour, ici, tout a été fait pour encourager le business. Ce jour-là, des émissaires russes de la République du Tatarstan essaient de percer les secrets du succès de Singapour. Je vous ai dit que nous n'avions pas de ressources. Alors, pour faire venir des industries, il fallait qu'ils puissent importer leurs matières premières. On a donc décidé qu'il n'y aurait pas de taxes sur les importations. Singapour nous prouve que certains points faibles peuvent devenir des avantages compétitifs. Ils sont si petits, sans aucune ressource naturelle. Ils ne pouvaient rien faire. Mais cela les a aidés. C'est une approche intéressante du changement. Ils ont mis à la base de leur politique la créativité et l'innovation. L'innovation, c'est justement la priorité du gouvernement. Car la croissance de demain reposera sur l'économie du savoir. En voici le symbole. Biopolis, un technopole scientifique créé de toutes pièces il y a 10 ans, avec des moyens colossaux. Aujourd'hui, il compte 50 laboratoires. C'est le nouvel Eldorado scientifique mondial. Exemple avec l'Institut d'imagerie biomédicale de Singapour. Ici, on crée les scanners et les IRM du futur. Ce laboratoire est dirigé par un Marseillais, le professeur Codzon. Good afternoon, everyone. Cet institut, avec ses chercheurs venus du monde entier, est en plein développement. Ce jour-là, ils préparent même un agrandissement de leurs locaux. Et l'an prochain, ils devraient aussi embaucher un prix Nobel. Et pour cela, Singapour a quelques arguments. Il y a un culte du talent et de l'excellence ici, et donc il n'y a pas de grille de salaire. En fonction des compétences, de l'ancienneté, de l'apport des différents chercheurs, bien, il y a une compensation qui est appropriée. Donc c'est vrai que cela nous rend attractifs. Ici, l'argent n'est pas un problème. Le budget de la recherche a augmenté de 9% cette année à Singapour. En France, la hausse est de 0,2%. Ça, c'est un pancréas en 3 dimensions. Mais en plus, le professeur Codzon peut compter sur une autre source de financement. La moitié de son budget provient de contrats avec l'industrie. Voici justement un prototype d'imagerie optique prometteur développé avec une société privée. Là, on peut mettre une goutte de sang ou d'urine. On le met là pour analyse et on obtient ce spectre qui nous indique des maladies. On peut détecter certains cancers, par exemple. Cette technologie, peut-être que dans 10 ans, on l'aura dans nos hôpitaux. Je pense avant 10 ans. Le rapport à l'industrie est totalement décomplexé. En moins de 10 ans, l'Institut a vendu 17 brevets au secteur privé.
Lorsqu'il exploite commercialement la découverte, eh bien, il reverse des redevances à l'Institut. Du coup, vous êtes un laboratoire rentable? Nous sommes un laboratoire rentable. Cet institut gagne donc de l'argent, comme n'importe quelle entreprise. Dans ce contexte si favorable au business, pas étonnant que le nombre d'ultra-riches ait explosé. Une personne sur 10 est millionnaire. C'est l'une des plus fortes densités au monde. Alors le luxe s'affiche sans complexe. Dans son 4x4 de luxe, nous retrouvons notre businessman français, Damien Duhamel. Ici, il ne paie aucune taxe sur les plus-values et les charges patronales sont 3 fois moins fortes qu'en France. Singapour est l'épicentre même du capitalisme. Donc la protection sociale à Singapour est minime. Le coût du travail est très simple, très limité. Un paradis pour les capitalistes, mais pas forcément pour les travailleurs. Ici, il n'y a pas de salaire minimum, des horaires à rallonge, souvent plus de 50 heures par semaine, notamment sur les chantiers où les étrangers triment de jour comme de nuit. Il y a 2 ans, des ouvriers indiens se sont révoltés. Des émeutes ont éclaté après la mort d'un des leurs, renversé accidentellement par un bus. Ces images ont choqué les Singapouriens et nourri le ressentiment contre les étrangers, déjà accusés de faire monter les prix et d'envahir le pays. Aujourd'hui, 1 habitant sur 3 est étranger. Face au mécontentement des électeurs, le gouvernement a durci sa politique d'immigration. Retour dans l'un des établissements de Philippe Oyer, le restaurateur. Il fait un point sur les recrutements en cours. Pour privilégier l'embauche des Singapouriens, le gouvernement a mis en place un système complexe de quotas par nationalité. Si j'ai 10 employés, mais alors là, de toute nationalité, ça me donne le droit à 1 Chinois de Chine. C'est vraiment, c'est étonnant, mais c'est des quotas comme ça. Pour avoir un serveur philippin, il me faut X Singapouriens dans mon staff. Et ça me donne le droit à 1 permis de travail pour un Philippin. Messieurs, bonsoir. Problème, dans un pays avec seulement 2% de chômage, il a parfois du mal à trouver des Singapouriens. Des fois, ça nous pousse un peu à créer des postes. Mais alors, quel type de poste, du coup? Je sais pas, on ne l'a pas fait, mais à un moment donné, on pensait créer un poste de Madame Pipi pour avoir une Singapourienne et avoir du quota derrière pour avoir des gens qui aient, eux, du travail plus utile. L'an dernier, à Singapour, la croissance a faibli. Ces nouvelles contraintes sur les entreprises expliquent en partie ce ralentissement. Après 50 ans d'un développement accéléré, la cité-État est sans doute entrée dans une nouvelle ère. Elle ne peut plus s'exonérer de l'avis de son opinion publique, et ce n'est pas un mal. Mais planifier le futur sera sans doute désormais plus compliqué. Le chemin parcouru en 50 ans à peine par ce micro-État, il est fièrement exposé ici, au Musée national. Il y a quelques dizaines d'années, on circulait en pouce-pouce à Singapour. Qui aurait pu imaginer que l'île abriterait un jour le 2e port du monde et la première place financière d'Asie? Peut-être un homme, le père de l'indépendance, Lee Kuan Yew. Mort il y a quelques mois, il fait l'objet d'un véritable culte pour avoir sorti le pays de la pauvreté, à la force du poignet. A nation is great, not by its size alone. It is the will, the cohesion, the stamina, the discipline of its people, and the quality of their leaders, which ensures it an honorable place in history. De quel miracle Lee Kuan Yew est-il l'auteur? Comment s'y est-il pris? Quelles sont les recettes de cette incroyable réussite? C'est à l'Institut de sciences politiques qui porte le nom du père de l'indépendance que nous rencontrons Yew Lam Kwong, longtemps très actif dans les cercles du pouvoir. Nous sommes jaloux des succès que vous rencontrez ici à Singapour. Comment peut-on expliquer une telle réussite?
quelle était la vision du père de l'indépendance il y a 50 ans? C'est une très bonne question. Le succès a dépassé largement nos attentes initiales. Il y a 4 piliers à notre développement. Je pourrais vous les expliquer, mais parlons d'abord de ce qui a sous-tendu la vision des pères fondateurs. Ils étaient socialistes, à gauche sur le spectre politique, et profondément engagés sur les questions de progrès et de protection sociale. Mais ce qui les a guidés par-dessus tout, au-delà de leur vision initiale, c'est ce qui marchait. La valeur clé de Lee Kuan Yew et de ses collègues, ce fut le pragmatisme, ce qui marchait bien. Mais comment on fait ça? La clé, ce fut l'efficacité. Ils ont pu faire ce qu'ils ont voulu. Une fois un objectif défini, la décision était exécutée presque à la lettre. Chacun, du plus bas au plus haut, doit être efficace? L'efficacité est primordiale. Mais ce qui fut encore plus remarquable, ce fut l'absence de corruption. Quelque chose d'encore plus difficile à obtenir que l'efficacité. Et c'était méritocratique, ce qui a permis de perpétuer le système et de l'améliorer. Et puis c'était multiracial, un système efficace et qui prenait l'égalité pour tous. À l'époque, c'était très difficile. Parlons de la corruption. Comment est-ce qu'on parvient à un système où la corruption n'existe plus? Cela a été un succès phénoménal. Et le mérite en revient d'abord à Lee Kuan Yew. Il a décrété que n'importe quel corrompu, quel que soit son niveau, devait être châtié sévèrement. Et parce qu'on avait des personnes honnêtes, non corrompues au sommet de l'État, l'administration a pu être nettoyée et rester jusqu'à aujourd'hui un système propre. Et ce système de la méritocratie, comment est-ce que ça marche? La méritocratie, cela veut dire qu'un fonctionnaire est promu et classé en fonction de ses performances. Comment est-ce que vous évaluez les gens? La fonction publique a un système de classement et de notation très élaboré, similaire à celui des multinationales comme Shell ou BP. En fait, le système de Shell a été utilisé pendant un certain temps. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais de toute façon, ils utilisent aujourd'hui les dernières techniques des ressources humaines pour évaluer les performances. Ils regardent aussi les qualifications et les diplômes, peut-être un peu trop selon certains, mais en général, le système est basé sur le mérite. Et les gens sont évalués en permanence? Vous êtes évalué par exemple? Bien sûr. Nous avons un système d'évaluation annuel très poussé. Et même tous les trimestres, au minimum tous les 6 mois. On demande aussi l'avis des collègues pour avoir une vision à 360 degrés du salarié, comme dans les multinationales. Oui, mais c'est un État dont on parle, pas d'une entreprise. L'État est géré comme une entreprise? Oui, c'est géré comme une entreprise. Et tout le monde accepte ça? On l'accepte parce que ça donne une égalité de chance. Et même si on sait que tout le monde n'aura pas les mêmes résultats, le plus important, c'est d'avoir une égalité des chances. C'est là-dessus que repose la méritocratie. Malheureusement, avec de grands écarts de richesse, les différences tendent à se perpétuer. Parce que les plus gros revenus ont accès à une meilleure éducation, de meilleurs moyens, mais ça, c'est une autre question. Au cœur même de l'État, c'est la méritocratie qui règne. Vous nous avez parlé d'un système multiracial. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout le monde a les mêmes droits dans ce pays? Oui, il n'y a pas de discrimination en termes de couleur de peau, que ce soit pour les performances, les allocations ou les indemnités chômage. Le plus important, c'est l'objectif de notre politique. L'objectif est que ça profite à tous, quelle que soit la couleur de peau. Et ça, c'est un principe de base. Ce pragmatisme et cette efficacité qui ont guidé les choix de Lee Kuan Yew, on les retrouve dans tous les domaines. Prenez le manque d'espace, par exemple. Singapour est l'un des pays les plus denses de la planète et sa population, elle continue à augmenter. Pour résoudre le problème, tout en préservant une certaine qualité de vie, il a fallu trouver des solutions radicales et très originales. Aujourd'hui, Singapour se présente comme le laboratoire du futur. Regardez le reportage de Stéphane Nikolopoulos et Ben 5. Comme chaque matin, Bénédicte Chia fait son jogging, à 100 mètres au-dessus du sol. Il court sur une rue aérienne perchée au 26e étage de son immeuble.
Bienvenue au Pinnacle at Duxton, le plus grand ensemble d'habitations publiques du monde. 7 gratte-ciel de 50 étages, l'équivalent de 7 tours Montparnasse, reliées entre elles par de gigantesques jardins suspendus d'un demi-kilomètre chacun. À Singapour, il faut faire vivre un maximum de gens sur un minimum d'espace. Bonjour, comment ça va? La solution, c'est la vie à la verticale. C'est certainement la meilleure solution. L'espace étant toujours limité, lorsque ces immeubles sont bien conçus, c'est très agréable. La famille Chia, comme 80% des Singapouriens, est propriétaire de son logement. Elle l'a acheté à un bon prix. Le Pinnacle at Duxton, l'immeuble du futur, est un programme immobilier public, géré par l'État. On habite ici depuis 5 ans. Et on s'y plaît vraiment. Ici, tout est centralisé. On a un accès facile aux différents services et à toutes les écoles. Pour accompagner les enfants à l'école, il suffit simplement de prendre l'ascenseur. Il se déplace à la vitesse de 2,80 m à la seconde. Et 44 étages plus bas, 2 maternelles accueillent les enfants de l'immeuble. Bonjour Aoi, bienvenue en classe. Les enfants, vous dites bonjour à Aoi? Et toujours sans quitter son immeuble, Pei Shan peut consulter au rez-de-chaussée le docteur de son choix dans un centre médical. Elle peut trouver un coiffeur, faire ses courses et finir par un repas au restaurant. C'est très pratique, surtout lorsqu'il pleut. On n'a pas à sortir de l'immeuble. Et ce n'est pas fini. 26e étage, les activités sportives. Elle peut suivre un cours de judo ou s'offrir une séance de danse des plus en vogue. C'est un cours de Zumba. Vous en faites? Non, c'est trop énergique pour moi. Je ne suis pas aussi agile que ces filles. 7000 personnes vivent dans le complexe du Pinnacle. La densité y est 3 fois supérieure à celle d'un immeuble traditionnel. Mais ça ne se sent pas. Ça ne se voit pas. Je n'ai jamais l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Il n'y a jamais de foule. On se croise avec les voisins uniquement dans le hall ou en prenant l'ascenseur. Du 1er jusqu'au 47e étage, on a tout le temps qu'il faut pour discuter. Au 50e étage, un jardin suspendu. Un privilège pour les habitants du Pinnacle, quand on sait que la température à Singapour est au-dessus des 30 degrés toute l'année. Si vous souhaitez vous promener après dîner le soir, c'est magnifique d'ici, avec toutes les lumières. Il y a beaucoup de vent, on ne sent pas du tout la chaleur. Et regardez d'ailleurs, toutes ces plantes sont naturelles. C'est incroyable qu'elles puissent pousser à une telle hauteur. Le but de ces immeubles autosuffisants, limiter les déplacements en ville. Le cauchemar de Singapour, c'est la circulation. La ville a adopté la politique la plus contraignante en matière d'automobile. Les propriétaires de voitures sont les plus taxés au monde. Circuler ici est un luxe. À Singapour, posséder une voiture, c'est aussi cher que d'acheter un deuxième appartement, car il y a un quota. 1000 à 2000 nouvelles voitures sont autorisées à circuler chaque mois. Il faut compter un minimum de 45 000 € pour cette autorisation à circuler. Pour la voiture elle-même, c'est encore 45 000 € de plus. Il faut doubler la mise. Et ce n'est pas fini. Pour rouler, l'automobiliste doit encore passer à la caisse. Singapour a été la première ville au monde à avoir mis en place un système de télépéage urbain. Des portiques électroniques
sont installés à l'entrée de tous les quartiers. À chaque passage, une somme est débitée automatiquement sur la carte à puce obligatoire, installée dans tous les véhicules. Le tarif varie en fonction de la zone et du type de véhicule utilisé. Traverser le centre-ville peut vous coûter 20 centimes tôt le matin et presque 4 € quelques heures plus tard, à l'heure de pointe. Le système ne se contente pas de taxer les automobilistes. Il les encadre aussi avec précision. Cet homme a la responsabilité de gérer la mobilité à Singapour. Une notion essentielle dans un pays obsédé par l'efficacité. C'est un endroit où très peu de gens sont autorisés à venir. Ici, Choi Chip-Chung, grâce à un ordinateur central appelé en toute modestie système de transport intelligent, ne se contente pas de surveiller le flux de circulation. Il le prévoit et l'anticipe en temps réel. Le système de transport intelligent nous alerte dès qu'il y a un problème. Par exemple, si un véhicule tombe en panne, il nous transmet les informations. On clique et on a sur la carte la localisation précise du véhicule. Mais à la différence de tous les centres de contrôle routier au monde, celui de Singapour s'appuie sur les données fournies par des millions de capteurs disposés sur toutes les routes. L'ordinateur est aussi capable de comprendre et d'analyser les images des caméras de surveillance. Dès qu'un paramètre sort de la normale, c'est l'ordinateur qui suggère la solution. Il est essentiel pour nous de détecter les incidents et d'y répondre rapidement. On s'impose un temps de résolution de 8 minutes dans les tunnels et de 15 minutes sur les autoroutes. Malgré tous ces efforts, le trafic routier génère encore des bouchons. Alors pour s'en sortir, Singapour imagine un futur où les conducteurs seront remplacés par des engins robotisés. La plus prestigieuse école d'ingénieurs du monde, le MIT américain, s'est associée avec l'Université de Singapour pour tester une voiture intelligente sans chauffeur. Celle-ci est conçue pour les personnes âgées. En 2030, à Singapour, 1 habitant sur 5 sera un senior. Vous indiquez ici l'endroit où vous allez embarquer. Attendez, je mets mes lunettes. Vous voyez, on est ici. Avec ce système, c'est la voiture qui vient vous chercher. Le volant a été remplacé par un écran tactile, sur lequel il suffit de taper son point de destination et se laisser guider. Le problème principal, c'est de pouvoir détecter les obstacles en mouvement. Il faut anticiper la trajectoire des piétons ou des véhicules. Notre véhicule ne doit s'arrêter que pour ceux qui vont lui barrer la route. Le système de détection des obstacles est en passe d'être au point. Il est pour le moment parfois un peu brutal. L'objectif est de mettre en service ces voitures intelligentes d'ici 3 ans. Un quartier de Singapour est déjà ouvert aux expérimentations grandeur réelle. Avec ces robots roulants, la vie des automobilistes singapouriens ne sera plus jamais la même. Ils vont pouvoir continuer à travailler dans leur véhicule. Si vous n'avez plus à conduire votre voiture, c'est un gain de productivité. Pour un conducteur qui passe 3 heures à conduire, ce sont des heures improductives. Imaginez alors 2-3 heures qui vous reviennent chaque jour. Vous pouvez en faire des choses. L'optimisation dans tous les secteurs fait partie de l'ADN de Singapour. Et la gestion de l'espace est depuis toujours son principal défi. La ville ne s'est pas seulement étirée en hauteur, elle s'est aussi étendue en surface. En 50 ans, le pays s'est agrandi de 22%. Mais comment? En empiétant sur la mer. Un cas unique au monde. Liu Tai-ker a été l'un des cerveaux de cette mutation de Singapour.
Ici, c'est Beach Road. C'était autrefois la plage de Singapour. Et tout le reste a été pris sur la mer. Cette partie a été gagnée sur la mer, voilà un certain temps. Et tout ce qu'il y a autour aussi. Liu Tai-ker, le baron Osman singapourien, a dirigé le bureau de l'urbanisme et de l'habitation de Singapour durant plus d'un quart de siècle. Il est considéré comme un véritable gourou de l'urbanisme. Le monde entier le consulte, car c'est lui qui a trouvé la formule magique qui fait que Singapour, une des villes les plus denses au monde, est paradoxalement une des plus agréables à vivre. Singapour semble bien plus grande que ses dimensions réelles. Et cela n'est pas arrivé par accident. C'était consciemment voulu. Le concept est venu du jeu d'échecs. Vous avez un carreau noir, un blanc, un noir. Vous mettez les gratte-ciel dans les carreaux noirs et les bâtiments historiques, les parcs, dans les carrés blancs. Et alors, lorsque vous regardez, vous ne voyez pas partout de grands édifices. À 77 ans, Liu Tai-ker reste un visionnaire. Selon lui, Singapour doit continuer à grossir. C'est le prix de sa survie, face au développement spectaculaire de ses grands voisins, l'Indonésie, la Malaisie et la Chine. Nous avons aujourd'hui approximativement 5,5 millions d'habitants. Je pense que nous devons planifier pour au moins 10 millions d'habitants et réserver des espaces pour se développer encore à l'avenir. Comment faire? Eh bien, encore gagner sur la mer. Mais cela prend du temps. Il faut attendre 20 ans pour bien assécher un sol et le tasser avant de pouvoir y construire. Et pour y arriver, il faut avoir une connaissance et une maîtrise de ce qui existe déjà. Alors, au bureau de l'urbanisme de Singapour, on a construit une maquette d'une précision inouïe. Tout Singapour y est reproduit à l'échelle. Chaque immeuble, chaque maison, chaque abribus, chaque arbre y a sa place pour les 50 prochaines années. Ce que vous voyez derrière moi est le modèle de Singapour avec tous les bâtiments existants modélisés à l'échelle. Et au fond, les nouvelles zones en développement. En bois, ce sont les constructions à venir. Mais en plus de ça, on garde de côté des terrains vierges pour les besoins futurs de la prochaine génération. Garder des terrains en friche pour les générations futures, Singapour refuse de céder au piège de la spéculation. Pour concevoir la cité du futur, les urbanistes ont aussi à leur disposition une maquette virtuelle de la ville, en 3D. Ce que vous voyez là, c'est une simulation de futurs bâtiments. Comme dans un jeu vidéo, ils peuvent tester en temps réel chaque nouveau projet architectural. La nouvelle idée en vogue, mettre de la verdure partout et recouvrir le béton de plantes. Singapour ambitionne de devenir une véritable cité-jardin, avec une idée derrière la tête. Résoudre à terme la question de l'approvisionnement alimentaire. C'est l'autre futur défi de Singapour. La population ne cesse de croître. Elle a gagné près de 40% ces 10 dernières années. À Singapour, il n'y a ni ferme, ni champ. Et le mot « campagne » renvoie à un exotisme lointain. 90% des denrées alimentaires sont importées, sans garantie sur leur origine et leur qualité. Mais dans la cité-État, il y a toujours une solution. Ceci est en fait une lessive pour fruits et légumes. Si vous avez l'impression qu'il y a certains pesticides ou des produits chimiques sur vos légumes, alors vous pouvez les laver. Parfois, pour les légumes étrangers, on ne sait pas trop quels sont les produits chimiques qui ont été utilisés pour les faire pousser. La solution, c'est donc le « Made in Singapour ». Derrière ce slogan, cet entrepreneur.
Il s'est inspiré de la vie à la verticale pour développer l'agriculture à la verticale. Il y a 3 ans, il crée la première ferme verticale commerciale du monde. Et depuis, il empile ses cultures maraîchères. Nous sommes capables de produire plus de 8 fois la quantité de légumes qui seraient cultivés à même le sol. Un autre atout, le système est écologique. Les serres servent de rempart contre les insectes et évitent l'utilisation de pesticides. Les plants sont posés sur des tours rotatives irriguées à l'eau de pluie. Récoltés en matinée, les légumes sont disponibles sur les étals des supermarchés l'après-midi même. Notre système utilise très peu de main-d'œuvre et on peut utiliser des seniors pour travailler avec nous. Car ce n'est pas un travail qui brise le dos. Vous pouvez voir que c'est très ergonomique. Ils viennent, ils récoltent, c'est confortable et ils l'emballent. Plus cher que ses concurrents étrangers, la production de la ferme verticale couvre déjà 7% des besoins des Singapouriens en légumes frais. L'entrepreneur, comme tout le monde à Singapour, voit loin. Son but ? Associer la ferme verticale à la pisciculture. Les légumes se nourrissent des déjections de poissons et les poissons des feuilles mortes. Grâce à ce seul bassin, je fabrique 2 produits, du poisson et des légumes. Après avoir gagné de l'espace en hauteur, empiété sur la mer, Singapour part à la conquête de son sous-sol. Premier chantier, le métro. À Singapour, on ne discute pas de la construction d'1 ou 2 stations supplémentaires. Dans 15 ans, le réseau aura simplement doublé. 24 heures sur 24, une armée de travailleurs immigrés creuse 182 nouveaux kilomètres de tunnels. Mais le plus intéressant, c'est ce que Singapour va installer sous le métro. Direction les entrailles de la Terre. Cet ascenseur nous conduit à près de 200 mètres sous le niveau de la mer. Là, je vous amène à la caverne numéro 3. Depuis 2001, l'ingénieur Ming Lu travaille sur ce chantier titanesque et secret. L'idée ? Enfouir dans des cavernes géantes tout ce qui encombre inutilement la surface. On va l'utiliser pour le stockage des hydrocarbures, principalement du pétrole lourd. Ces cathédrales souterraines, dont la construction a coûté plus d'1 milliard d'euros, peuvent chacune abriter Notre-Dame de Paris tout entière. Nous avons déjà étudié la possibilité d'utiliser tout cet espace pour beaucoup d'autres usages. Nous pouvons créer des centrales électriques souterraines, des usines de traitement des eaux souterraines, des incinérateurs souterrains, des réservoirs d'eau. En fait, nous avons la possibilité d'enterrer près de 11 activités industrielles différentes. Et pourquoi s'arrêter là ? Dans sa course à l'excellence, une université a le projet très sérieux d'installer son nouveau campus et ses 5000 étudiants à 50 mètres sous terre. Tous les plans sont déjà prêts. La beauté, c'est qu'on amène de la lumière naturelle sous terre et en particulier au travers de ce système de colonnes centrales qui agit comme une rue principale. Nous devons mettre au point des technologies qui permettent d'aller sous terre rapidement, de façon sécuritaire, économique et propre. C'est dans ce sens que va la recherche. Singapour veut aller encore plus loin. Et si carrément, faute de place, l'homme vivait sous terre. À l'université, des études très sérieuses sur le fonctionnement du cerveau sans lumière naturelle sont menées par des équipes pluridisciplinaires. On veut étudier si le fait d'être sous terre affecte vos performances, vos fonctions cognitives, l'habileté.
Par exemple, si cela affecte les prises de décision. Devenez-vous plus prompt à prendre des risques? Devenez-vous plus ou moins agressif? Une des expériences utilise un système automatique d'analyse du regard. Son but, détecter si notre perception des émotions se trouve modifiée par le fait d'être sous terre. Et comment nous réagirions à l'absence prolongée de lumière. Ville laboratoire, Singapour mène des expériences dans tous les domaines. Elles peuvent tous nous concerner, dans un futur bien plus proche qu'imaginer. Le futur de Singapour, il se prépare tous les jours ici, dans les écoles. L'éducation, c'est le premier budget de l'État, comme en France. Mais pas avec les mêmes résultats. Dans les classements internationaux, Singapour rafle la première place en lecture, là où nous sommes 21e, et en mathématiques, quand nous sommes 25e. Il faut dire qu'ici, on ne recule devant aucun sacrifice. Nous voici dans un centre de cours particulier pour enfants. Nous sommes dimanche après-midi et certaines familles profitent de leur week-end pour venir dans des structures comme celle-ci avec leurs enfants. Les enfants ont entre 6 mois et 6 ans au programme stimulation et enrichissement du cerveau. Quatre séances par mois, 1h10 montre en main. Les enfants enchaînent à toute vitesse des exercices de 2 à 3 minutes. Hi. Je peux vous demander pourquoi c'est si important pour vous de venir ici avec votre enfant? Nous cherchions des cours qui stimulent vraiment notre enfant. Nous travaillons tous les deux et nous n'avons pas beaucoup de temps pour le faire nous-mêmes à la maison. Quel âge il a? 11 mois. 11 mois. Et vous pensez qu'il faut vraiment commencer dès le plus jeune âge? Oui, en fait, on sait qu'il est mieux de commencer le plus tôt possible, car le cerveau fonctionne comme une éponge. Il absorbe beaucoup plus quand on est jeune. Et vous faites ça pour préparer son avenir? Oui. Absolument. Nous sommes soucieux de son avenir. Alors nous voulons commencer vraiment jeune. Vous savez, Singapour est une société dans laquelle il y a beaucoup de compétition, alors nous voulons le préparer au mieux. Oui, il a l'air vraiment stimulé. Oui, en effet. Alors pourquoi l'éducation est-elle aussi importante pour toutes ces familles de Singapour? Eh bien, pour essayer de comprendre, on va poser la question à Aisha Khanna. Elle dirige ici un centre de cours particulier. Hi. Hello, lovely to meet you. Welcome to the Keys. Thank you. Nous avons vu cet après-midi des bébés de 7 mois à peine. Et ils vont déjà à l'école. C'est normal, ça? Cela fait partie de la culture asiatique. Les étudiants prennent beaucoup de cours particuliers durant la semaine. C'est parce qu'ils ont peur de l'avenir? La peur de l'avenir est une chose répandue dans le monde entier. Et cela vient certainement du fait que nous voyons nos industries se transformer. Avec l'arrivée de nouvelles technologies et l'émergence d'une nouvelle main-d'œuvre au Bangladesh, au Pakistan, au Brésil. Ce seront des concurrents redoutables pour nos enfants. Alors cette peur n'a rien à voir avec le système éducatif. Mais elle pousse les parents à vouloir donner à leurs enfants plus de chances d'être compétitifs quand ils seront grands. Dans une école, il y a un enseignant, il y a des programmes et il y a des enfants. Lequel des trois explique le succès incroyable du système éducatif de Singapour? Il n'y a pas un seul élément, mais je dirais d'abord les professeurs et les enfants. La vraie raison, c'est surtout les enfants, car le succès éducatif à Singapour est autant un phénomène culturel qu'un phénomène institutionnel.
Par tradition, les familles singapouriennes, comme le gouvernement, donnent beaucoup d'importance à la méritocratie, à la progression dans les classements, à l'ascension sociale, au fait de sortir du rang par d'excellents résultats aux examens nationaux. Parlons des profs. Comment est-ce que vous choisissez les enseignants dans ce pays? Vous les sélectionnez? Je dois avouer que je ne sais pas comment le ministère de l'Éducation les sélectionne si bien, mais je sais que les professeurs à Singapour sont parmi les enseignants les mieux payés au monde. Ils reçoivent régulièrement des primes et des augmentations de salaire pour les inciter à rester dans le système public. Est-ce qu'un professeur est mieux payé qu'un ingénieur, par exemple? Non, tout de même pas. Mais si vous pensez aux raisons qui font qu'un enseignant a envie de faire ce métier, les enseignants ici sont payés suffisamment pour satisfaire leur passion et aussi pour avoir une bonne qualité de vie. Encore récemment, je crois que le gouvernement de Singapour a augmenté les salaires au ministère de l'Éducation de quelques pourcents. Ils augmentent en permanence les salaires qu'ils donnent aux enseignants pour être sûrs que les meilleurs resteront dans la fonction publique. Et en ce qui concerne les programmes, comment est-ce que vous les mettez au point? On m'a expliqué que des fonctionnaires voyageaient dans le monde entier pour étudier les meilleurs projets et pour les ramener à Singapour. Absolument. Ils utilisent des cours venus d'autres parties du monde, en mettant l'accent sur la science et la technologie. Maintenant, nous avons compris que les étudiants, pour s'adapter au XXIe siècle, doivent apprendre l'innovation de l'industrie elle-même, par les entreprises. Il est préférable d'avoir une collaboration étroite entre l'industrie et le système éducatif, plutôt que ce dernier reste dans sa tour d'ivoire. L'an dernier, par exemple, j'ai été invitée à participer à une mission d'études. Et nous sommes allés en Allemagne et en Suisse pour découvrir leur système d'apprentissage. Nous avons discuté avec les acteurs du système pour qu'ils nous expliquent leurs échecs et leurs succès. Cet enseignement très utile, nous l'avons rapporté à Singapour. Du coup, avec l'industrie, un nouveau programme a été mis en route. Cela s'appelle les talents du futur. Donc l'objectif, c'est soyons efficaces, soyons pragmatiques pour trouver la meilleure éducation pour les enfants. Absolument. Je crois que la clé, c'est l'adaptabilité. L'une des raisons du succès de Singapour, c'est qu'on n'est pas attaché viscéralement à tel ou tel système. On tente d'anticiper le scénario du futur pour l'industrie, comme l'automatisation ou la mondialisation, et on imagine le meilleur système éducatif pour ces tendances. Un autre atout que les autorités affichent avec beaucoup de fierté, c'est la tranquillité. Singapour est une des villes les plus sûres et les plus disciplinées du monde. Et on peut se promener le soir, même tard, dans les rues, sans aucun problème. C'est vrai dans les quartiers touristiques autour des grands hôtels, mais c'est aussi vrai dans les endroits plus chauds, comme Geylang, le quartier de la prostitution. La prostitution, elle est tolérée. La présence des maisons closes est même indiquée par des chiffres ou par des néons rouges. Mais les propriétaires de ces maisons ont l'obligation tous les mois de fournir aux autorités la preuve que tous leurs employés ont subi un test de dépistage du virus du sida. Et pas question de plaisanter avec la loi ici. L'État vous protège, mais en même temps, il vous surveille. Reportage de Negar Zoka et Olivier Raffet. C'est la ville des interdits et des panneaux qui se multiplient. Singapour se vend comme une des villes les plus sûres au monde. Une fierté revendiquée jusque dans les boutiques de souvenirs. Pour les étrangers qui représentent plus de 40% de la population, la sécurité est un des attraits du pays. Ces deux professeurs du lycée français de Singapour se sont installés ici il y a 3 ans et leurs habitudes ont bien changé par rapport à la France. Donc là, j'attache pas mon vélo, mais je le retrouve toujours sans problème. Bon, on n'est pas très loin non plus. Et en journée, on l'attache pas, on le laisse comme ça, juste posé. Il m'est arrivé une fois de laisser le portefeuille sur une table d'un café et je l'ai retrouvé 2 heures après, avec tout à l'intérieur. Cash et carte bleue. Allez, viens, on y va.
Une incroyable sensation de sûreté qu'ils ont mis du temps à s'expliquer. En apparence, Singapour n'a rien d'un État policier. On voit très peu de policiers en uniforme. Alors après, il y a la rumeur dit que, enfin, en tout cas ce qu'on a lu et ce qu'on entend autour de nous, c'est qu'il y a beaucoup de policiers en civil. Ça, je sais pas, mais en tout cas, il y a des caméras partout. Les Singapouriens ont tous des téléphones portables et dès qu'il se passe quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui est en train de filmer. Donc il y a un effet aussi d'élation, un effet chacun se surveille. Ils sont un petit peu parano parfois. À Singapour, les caméras sont de plus en plus nombreuses, un peu partout. Passages publics, métro et même habitations. Fin 2016, l'ensemble des résidences construites par l'État où vit 80% de la population sera équipée. Toute personne qui rentre ou sort de l'immeuble est filmée par les caméras de police. Et si un crime a lieu dans un bâtiment, les officiers de police peuvent alors venir et récupérer la vidéo et chercher des indices pour retrouver les suspects. Et nous pouvons aussi contrôler la caméra à distance. Ces caméras enregistrent ainsi tous les délits. Du vol de chaussures de sport dans un couloir d'immeuble aux actes de vandalisme. Les photos des suspects sont alors immédiatement affichées sur les réseaux sociaux avec appel public à témoins. Plus de 40% des arrestations sont ainsi faites grâce à l'aide des citoyens. Des citoyens très attentifs aux lois. Ici, la grande majorité respecte les lignes rouges. Et pour cause, on doit payer par exemple 1000 $ singapouriens, soit 700 €, pour ne pas avoir suivi une interdiction de fumer ou pour avoir craché un chewing-gum. Quant à ceux qui s'amusent à taguer les biens publics, la sanction est encore plus sévère. À Singapour, celui qui transgresse les règles s'expose à des sanctions drastiques. C'est connu. Nous venons d'en avoir confirmation et 2 taggers de Leipzig viennent de l'apprendre à leurs dépens. Ils ont été condamnés à 9 mois de prison ferme et 3 coups de bâton. Une nuit de novembre 2014, les 2 jeunes Allemands avaient tagué un wagon entier du métro. La justice singapourienne a obtenu leur extradition de la Malaisie où ils s'étaient enfuis. À leur procès, malgré leurs excuses publiques, ils n'ont pas échappé à la sentence. Et à Singapour, il y a la prison et les coups de bâton. Regardez ce clip de la police singapourienne censé dissuader les délinquants. Il est édifiant. Depuis, le film a été retiré des circuits de diffusion. Mais dans la seule prison du pays, on applique toujours les châtiments corporels. À Singapour, nous essayons de garder un équilibre entre la réhabilitation et la dissuasion. Et dans ce contexte, effectivement, les coups de bâton ont un effet dissuasif. Mais ce ne sont pas les services pénitentiaires qui déterminent les sanctions reçues par les prisonniers. La prison de Changi s'enorgueillit pourtant d'être une prison modèle, avec ses ateliers d'art et ses espaces de récréation. En proportion, il y a presque 2 fois plus de détenus à Singapour qu'en France. Il faut dire qu'ici, on peut faire un seul jour de prison pour ne pas avoir payé une amende et les peines à vie sont incompressibles. Mais le taux de récidive à Singapour est beaucoup plus faible qu'en France grâce à un véritable travail de réinsertion à l'extérieur comme à l'intérieur de la prison. Ce matin, nous allons parler de l'analyse coût-bénéfice. Chaque semaine, le psychologue de la prison anime un atelier. Quand vous avez commis l'acte qui vous a conduit en prison, quels ont été les bénéfices que vous en avez tirés? Plus d'argent? C'était bon pour qui? Pour moi. Pour vous, d'accord. Donc plus d'argent, de l'argent facile et de nouveaux amis. Et maintenant, parlons des conséquences négatives de vos actes. Je suis sûr qu'il y a aussi de nombreux aspects négatifs. Alors, quels sont ces éléments négatifs pour vous?
Une famille brisée. Vous avez perdu votre liberté. La confiance, vous voulez dire? Oui, vous avez perdu la confiance de votre famille. Des effets sur la santé? Vous avez divorcé? J'ai perdu ceux que j'aime. Tout acte qui vous amène ici, j'en suis sûr, entraîne des effets négatifs. Vous les avez vécus. À l'avenir, quand vous devrez prendre des décisions, choisir entre rester en sécurité ou faire quelque chose de risqué, il faudra vous rappeler toutes ces choses qui vous aideront à prendre la bonne décision. Vous comprenez ce que je veux dire, les gars? Essayer de remettre dans le circuit des citoyens modèles, c'est bien. Mais c'est encore mieux de les éduquer dès le plus jeune âge dans les écoles de la République, où l'hymne national est chanté tous les matins. Le succès de Singapour, c'est d'abord la santé de sa population. Pour prévenir l'obésité, on pèse régulièrement les enfants. 1,43 m, 39 kg, ok. Les enfants en surpoids ont un accès prioritaire aux équipements sportifs. À la cantine, on les encourage en permanence à se montrer responsables. La réussite de Singapour passe aussi par l'union de tous les citoyens. Le pays à majorité chinoise possède de fortes communautés malaises et indiennes. Et en cours d'éducation civique, on apprend à vivre avec ses voisins. Les enfants apprennent aussi par cœur un concept fondamental à Singapour, la défense totale, avec ses 5 piliers. La défense totale est en fait un concept national, selon lequel chaque citoyen joue un rôle dans la défense de Singapour. À Singapour, il y a même un parc d'attractions dédié aux valeurs nationales. À l'intérieur, des jeux destinés à inculquer l'amour de la patrie. On peut par exemple participer à une opération de l'armée singapourienne. C'est un avant-goût du service militaire qui dure 2 ans pour tous les garçons. Une manière ludique de s'initier à la défense du pays. Et bien sûr, la guide ne manque pas de recentrer les visiteurs sur la notion de défense totale. Vous allez par exemple me citer une menace internationale et l'effet que cela aurait sur Singapour. Nous avons le terrorisme, les épidémies et la récession mondiale. Et nous avons ici des questions de réflexion. Vous devez vous demander, si la récession frappait Singapour, qu'est-ce qui se passerait? Et vous, qu'est-ce que vous feriez? Nous parlons de la transformation de Singapour qui est passée d'un pays du tiers-monde à un pays développé en l'espace d'une génération. Et nous regardons l'évolution prévue pour le pays dans les années à venir. Et bien sûr, l'important, c'est de savoir comment chacun de nous va participer à cette aventure. L'important, c'est d'être un citoyen impliqué. Comment? Suggestion sur la page Facebook de la police, empêcher les vols dans les magasins. Stop! Shop theft is a crime. You don't want to serve time. Step behind and think for a while. Someone's watching from behind. We can stop it, you and I. You and I. It's not worth it. Shop theft is a crime. Encore mieux,
le citoyen modèle peut patrouiller avec la police de son quartier. Quand nous aurons fini, nous ferons un débriefing. Sunitan est chef d'entreprise. Malgré un emploi du temps chargé, il consacre un soir par semaine à organiser des rondes avec la police. Quand vous voyez une personne suspecte, s'il vous plaît, relevez son identité. Avec une vingtaine d'autres résidents, il fait le tour des différents immeubles pour rappeler la loi, faire la morale et s'assurer de la tranquillité de tous. Notre rôle ici, c'est d'être les yeux et les oreilles de la police. Ils ne peuvent quand même pas être partout. Le vélo, le vélo! Vous ne pouvez pas faire de vélo ici, vous n'êtes pas autorisé. Vous voyez sur ce papier, et vous le dites à vos amis, ici vous n'avez le droit que de pousser votre vélo. Il y a $100 d'amende, c'est écrit ici. Sur le trottoir, vous n'avez pas le droit de rouler à vélo. La prochaine fois, vous aurez une amende. Et vous n'avez même pas de feu? Toute personne oisive devient suspecte, surtout s'il s'agit d'un étranger. Vous avez votre permis de séjour? Essayez de faire attention. Il fait sombre, il n'y a pas grand monde, vous êtes ici. Ce n'est pas très sûr, d'accord? Donc dès que vous avez fini, là, vous pouvez juste rentrer. Ce sera plus sûr. Ok? Vous êtes bangladeshi ou indien? Du Bangladesh? Nous, on dit Bayala. Faites attention, hein, d'accord? Ce sont des travailleurs étrangers. Ils ne vivent pas ici, ils dorment dans le dortoir là-bas. Ils viennent traîner souvent et quand nous les voyons, nous leur conseillons de retourner vite dans leur dortoir. Parce que les résidents pourraient s'inquiéter, se demander ce qu'ils font là. C'est pour ça. Nous leur parlons, nous prenons leurs coordonnées et nous leur disons de rentrer rapidement. Et à la fin de la soirée, on fait un débriefing dans la bonne humeur. Venez, tout le monde vient. Rassemblez-vous ici, s'il vous plaît. Avez-vous rencontré des personnes suspectes ou des problèmes? Oui, toi? Nous avons attrapé quelqu'un qui était en train de se connecter au Wi-Fi d'un des appartements. Et la police lui a dit que c'était interdit et l'a fait partir. Nous avons arrêté des Bangladeshis. Ils étaient assis là. On leur a dit de partir et d'arrêter de faire du bruit. Pour Sunny, l'engagement des citoyens remonte à la création même de Singapour. Au moment de notre indépendance, notre ancien Premier ministre, M. Lee Kuan Yew, quand il a pris son poste, a demandé à tous les habitants de veiller les uns sur les autres pour que les communautés de notre pays soient en sécurité. Être un bon citoyen à Singapour, c'est enfin accepter que l'État mette son nez chez vous, au nom de la santé publique. Régulièrement, des agents viennent visiter tous les foyers. Bonjour, Agence nationale de l'environnement. Bonjour, je m'appelle Wei Ji et je viens pour l'inspection de routine pour les moustiques, pour vérifier que votre maison n'est pas infestée. J'aurai besoin de contrôler les toilettes, le salon, la cuisine, le couloir. Commençons par la cuisine. Ong Wei Ji doit vérifier qu'il n'y a pas d'eau stagnante qui pourrait favoriser les moustiques dans cet appartement. Les moustiques qui transmettent une maladie infectieuse, la dengue. Si des cas de dengue sont déclarés dans un quartier et que l'on retrouve des larves dans un appartement, le propriétaire risque une amende. Tous les 2 jours, changez l'eau, grattez l'intérieur du vase et nettoyer les tiges parce que les larves se fixent sur les tiges et l'intérieur du vase. OK? Oui, mais je le fais tous les matins. Grâce à cette politique volontariste, Singapour a déjà éradiqué la malaria sur son sol. C'est le seul pays de la région à l'avoir réussi. Singapour veut donc des citoyens respectueux des lois, en bonne santé, mais aussi des citoyens qui font des enfants. Le taux de natalité du pays est un des plus faibles du monde.
L'État propose donc aux célibataires de les aider à trouver le partenaire idéal. Il subventionne des agences matrimoniales et met en ligne un calendrier des soirées pour célibataires. Le site gouvernemental affiche aussi ses plus belles réussites. Dans le même esprit, il faut être en couple ou en famille pour pouvoir acheter un appartement dans les nombreuses résidences construites par l'État. 80% des Singapouriens sont propriétaires dans ces immeubles au look de HLM. C'est le cas de Joan et Jim Lim. Ils ont acheté leur appartement grâce à un compte d'épargne géré par l'État où chaque Singapourien doit verser obligatoirement 20% de son salaire. Ce compte individuel sert aussi à financer les frais de santé, l'éducation des enfants et à terme, la retraite de chacun. Ethan, where are you? La famille est très importante parce qu'elle est le premier recours en cas de problème. Singapour n'est pas un État-providence et Jim en est fier. On ne peut pas tendre la main et demander l'aumône, dire j'y ai droit, être une charge pour les autres. Nous ne croyons pas à ça. Ce n'est pas notre culture à Singapour. Des couches les plus hautes aux plus basses de la société, nous le savons tous ici. Tu veux manger, tu veux avoir un toit, tu travailles. La culture de l'effort, les retraites souvent très faibles, tout cela oblige les Singapouriens à travailler jusqu'à un âge avancé. Le père de Jim a 65 ans et n'envisage pas de s'arrêter de sitôt. Il n'y a pas d'âge officiel pour la retraite dans mon entreprise. Donc, tant que tu peux travailler, tu continues le boulot, jusqu'à ce que tu n'en sois plus capable. Trimé jusqu'au bout pour ne pas être une charge pour la famille. Il est courant de voir des vieillards travailler dans une des villes les plus riches du monde. Singapour est l'État le plus inégalitaire de tous les pays développés. Mais il est très difficile de critiquer l'ordre établi. Les organes de presse singapouriens sont contrôlés par l'État. L'opposition n'a quasiment pas de siège au Parlement dominé par le même parti depuis 50 ans. Il faut un courage inouï pour braver la loi du silence. C'est ce qu'a fait Roy l'année dernière. Sur son blog, il a osé critiquer la gestion des fonds de retraite par l'État. Et c'est bien l'un des seuls. Il y a beaucoup de peur à Singapour, en grande partie irrationnelle. Depuis 50 ans, le gouvernement a utilisé les lois pour attaquer en justice les Singapouriens. Et à cause de cela, nous avons une culture de la peur. Personne ne veut s'exprimer à haute voix. On a tout simplement peur que le gouvernement nous attaque. Roy parle d'expérience. Suite à ces articles, il a perdu son emploi et a été condamné à 250 000 $ singapouriens de dommages et intérêts pour diffamation envers le Premier ministre. C'est 2 fois le prix de l'appartement dans lequel il vit avec ses parents. Roy envisage de s'exiler, comme avant lui de nombreux opposants, politiciens et journalistes, tous ceux qui ont osé un jour défier le système. Ceux qui restent à Singapour ont accepté un marché, vivre sous la coupe d'un État omniscient et autoritaire et bénéficier en contrepartie de la sécurité et de la stabilité. Le Parti de l'Action du Peuple a remporté les élections très largement, 70% des voix, alors qu'ils sont au pouvoir depuis 50 ans. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce qu'ils sont très bons et que vous, l'opposition, vous êtes mauvais? Je pense qu'il y a 3 raisons. La première, c'est l'année du jubilé. Nous avons célébré les 50 ans de notre indépendance pendant 3 jours de fête et de célébration. Il y a aussi le facteur Lee Kuan Yew. Parce qu'il est décédé cette année au mois de mars. Oui, je pense que les gens ont eu un élan de sympathie pour lui. Et comme son fils est le Premier ministre, beaucoup d'électeurs indécis ont ressenti de l'émotion au décès de Lee Kuan Yew.
et ils ont voté pour son parti. Enfin, il y a les nouveaux citoyens. Il y en a eu environ 230 000 qui ont voté à cette élection. Et je pense que la majorité d'entre eux a voté PAP, le parti au pouvoir. Mais les gens sont libres de voter dans ce pays. Ils peuvent voter pour qui ils veulent et c'est une victoire à 70%. Je crois que c'est la peur qui motive le vote des gens. Ils veulent toujours garder le PAP au gouvernement et ne veulent pas laisser trop de place à l'opposition. Pourquoi ils ne veulent pas une opposition trop forte? Parce que ça les gêne. Avec l'arrivée de la récession, ils veulent garder leur gouvernement et surtout pas entendre les voix de l'opposition. Pour leur sécurité et pour leur confort, ils votent toujours PAP. Mais je crois aussi qu'il y a une crainte sociale. Certains rassemblements d'opposants ont réuni des dizaines de milliers de personnes. Alors ils ont eu peur que trop d'opposition détruise l'harmonie et l'économie de Singapour. Vous appartenez à l'opposition dans un pays qui est vu de l'étranger comme une espèce de dictature démocratique ou de régime autoritaire et démocratique. Est-ce que vous prenez un risque en nous parlant? Quand nous le faisons, il peut y avoir des conséquences. J'ai déjà été arrêté par la police à une ou deux occasions. Alors, je ne crois pas vraiment à la liberté de parole à Singapour. La parole n'est pas libre? Vous avez le droit de manifester? Nous avons le droit de manifester dans un petit espace appelé le coin des orateurs. C'est grand comme un terrain de foot. En dehors, oui, vous pouvez être arrêté. Mais même si nous protestons à l'intérieur de cet endroit, nous pouvons être poursuivis. Lors d'une manifestation, certains ont été arrêtés et maintenant, ils sont poursuivis en justice. Alors je ne crois pas à la liberté de parole ici. Nous sommes un pays démocratique, puisqu'il y a des élections, mais cette démocratie a des limites. Nos droits sont limités. Vous diriez que la majorité des gens privilégient la stabilité plutôt que la démocratie? Oui, ils veulent la stabilité. Même sans démocratie, même avec une liberté de parole réduite, ils votent à nouveau pour le confort et la sécurité. Parce que voter pour l'opposition, c'est prendre des risques. On ne sait pas ce qu'ils pourraient faire. Mais si vous avez raison, dans 5 ans, pour les prochaines élections, le parti au pouvoir obtiendra 80%. Oui, je le pense. Je ne suis pas très optimiste. Je prévois que la prochaine élection aura des résultats similaires. À cause de l'influence des nouveaux citoyens qui sont très pro-PAP. Les immigrés votent pour le PAP par gratitude, car on leur donne des emplois, des maisons, l'éducation et une qualité de vie de pays développés. Alors le futur ne me semble pas très lumineux. L'opposition n'est pas forte. Nous sommes très faibles. Sans doute par manque de ressources et par manque d'espace pour nous exprimer comme dans les autres pays. Alors je n'ai pas beaucoup d'espoir de voir une opposition plus forte, même lors des prochaines élections. Voilà, c'est sur ce paradoxe de Singapour que nous concluons notre émission de ce soir. Un pays aux inégalités fortes, aux libertés surveillées, mais qui fait saliver 90% des habitants de la planète. Singapour, c'est une réussite incontestable. De là à parler d'un modèle, il y a sans doute un pas. Un immense merci à Patrick Boité qui a préparé cette émission avec Isabelle Ledizez, à Anthony Forestier qui l'a réalisé avec Brice Bobby et Loïc Plat. Nous nous retrouverons dans quelques semaines. D'ici là, gardez un œil sur la planète. Bonsoir.